Depuis la création de la toute première bombe atomique, l'humanité vit constamment sous la menace d'une guerre nucléaire. Il existe une infinité de livres et de films qui abordent la fin du monde provoquée par des armes nucléaires. Dans ces œuvres, des gens malchanceux, sans refuge, errent au milieu des ruines d'une civilisation détruite et contaminée par les radiations, ayant perdu toute humanité et continuant de s'entre-détruire sans fin. Mais que se passerait-il vraiment ? Prenons par exemple l'immensité des océans. On pourrait penser que les zones où se sont déroulés d'importants essais nucléaires portent encore les stigmates de destruction sévère. Et pourtant, aujourd'hui, ces lieux semblent paisibles, comme si rien ne s'était produit. Prenez l'atoll de Bikini, devenu un symbole des essais nucléaires. Il est désormais ouvert aux touristes. Bonjour à toutes et à tous. Où se trouve donc la vérité ? Les océans seraient-ils capables de digérer les effets massifs d'explosions nucléaires ? Avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne qui s'engage à poursuivre la vérité jusqu'au bout. Vous êtes bien sur Perduchan. À présent, analysons calmement les faits actuellement disponibles. C'est parti. L'histoire des essais nucléaires sous-marins. Entre 1946 et 1963, plus de 200 essais nucléaires ont été réalisés dans les océans et dans l'atmosphère au-dessus de ceux-ci. Parmi eux, seuls 8 ont véritablement été menés sous l'eau. En 1963, tous les États détenteurs de l'arme nucléaire, ainsi que la majorité des pays non nucléaires, ont signé un traité interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère, l'espace extra-atmosphérique et les milieux sous-marins. Toutefois, la France, de 1966 à 1974, et la Chine, de 1964 à 1980, ont continué à effectuer des essais nucléaires atmosphériques. On sait aussi qu'un dernier essai nucléaire atmosphérique a eu lieu le 22 septembre 1979, près de l'île de Bouvet, dans le sud de l'Atlantique, bien que l'État responsable reste inconnu. Il est supposé que l'Afrique du Sud et Israël étaient impliqués dans cet essai. En revanche, les essais nucléaires souterrains ont continué jusqu'à la signature du traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996. À l'exception de l'essai de 1979, tous les essais nucléaires réalisés en mer ont été menés par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union soviétique. Le tout premier essai nucléaire marin a été conduit par les États-Unis en 1946, à l'atoll de Bikini, dans l'archipel des îles Marshall, sous le nom de code Opération Crossroads. Inspiré par cet essai, le créateur de mode français Louis Réard a baptisé un maillot de bain féminin minimaliste devenu iconique, le bikini. Mais pour les populations autochtones de ces îles, cela n'avait rien d'un sujet de plaisanterie. Selon les calculs ultérieurs des experts de Greenpeace, la puissance totale des explosions nucléaires réalisées autour des îles Marshall s'élève à 108 mégatonnes. Le plus puissant des essais nucléaires sous-marins de l'opération Crossroads a eu lieu le 25 juillet 1946, avec la détonation de la bombe atomique Baker. Ce test, surnommé l'enfer de Bikini, avait une puissance de 23 kilotonnes. Baker a explosé à 27 mètres sous la surface de la mer, projetant une colonne d'eau de 500 mètres de diamètre à sa base, jusqu'à plus de 2 km de hauteur. Au point zéro, les vagues ont atteint une hauteur de 30 mètres. Après les États-Unis, le Royaume-Uni a également procédé à des essais nucléaires sous-marins dans le Pacifique. Le Royaume-Uni a mené 21 essais nucléaires aux abords de l'Australie et de Kiribati, jusqu'en 1963. L'Union soviétique, de son côté, a réalisé 3 essais sous-marins sur son site de Novaya Zemlya, chacun à une profondeur d'environ 30 mètres. Après l'opération Baker, les États-Unis ont mené d'autres essais nucléaires sous-marins sous les noms de code de Wigwam, Umbrella et Swordfish. Parmi eux, seul Wigwam peut être considéré comme un véritable essai nucléaire en eau profonde. Cet essai a été réalisé le 14 mai 1955, à 800 km au sud-ouest de San Diego, à une profondeur de 610 mètres. À ce jour, l'opération Wigwam reste le seul essai nucléaire jamais effectué à plus de 300 mètres de profondeur. Les effets des essais nucléaires sous-marins.
Il est important de souligner qu'au moment des essais nucléaires dans le Pacifique, les habitants des îles voisines ont tous été évacués. En revanche, ce n'a pas été le cas pour les essais menés dans l'État d'Australie méridionale. Sur le site d'essai de Maralinga, situé dans cette région, le Royaume-Uni a procédé à 7 essais nucléaires entre 1955 et 1957. Bien que des panneaux avertissant du danger de contamination radioactive aient été installés à la périphérie du site, on ne peut absolument pas considérer cela comme une évacuation. Yami Lester, un aborigène australien ayant survécu à ces essais, a témoigné de ce qu'il a vu lors des explosions menées par le Royaume-Uni. Selon son récit, un étrange nuage de fumée noire et huileux serait apparu, provoquant quelques heures plus tard chez tous les autochtones des diarrhées, des éruptions cutanées et de douleurs oculaires. Yami Lester lui-même aurait été incapable d'ouvrir les yeux pendant 3 semaines, et certains anciens seraient morts par la suite. Mais rappelons-le, tout cela concerne des essais réalisés en surface. Il n'existe aucun témoignage de population locale ayant assisté à une explosion nucléaire sous-marine. En revanche, les témoignages de personnes ayant participé directement aux essais sous-marins sont bouleversants. À l'époque, afin d'observer la puissance de l'arme atomique, des navires avaient été placés dans la zone directement exposée à l'explosion. Le plus gros d'entre eux était l'USS Arkansas, un ancien cuirassé de la marine américaine de 27 000 tonnes de déplacement, positionné à 230 mètres du point zéro. Le navire a été écrasé comme sous l'impact d'un marteau géant, projeté dans les airs, puis littéralement enfoncé dans le fond marin. Les navires plus petits ont soit coulé instantanément, soit été balayés par des vagues de 5 mètres de haut, rejetés comme des copeaux de bois sur les plages des atolls. Fait notable, pour étudier les effets à long terme de l'exposition aux radiations d'une explosion nucléaire, des chèvres, des moutons et d'autres animaux avaient été laissés à bord de certains navires. Les résultats de ces expériences animales sont encore classés secret défense à ce jour. Par ailleurs, lors d'une réunion tenue le 9 août 2023, l'ambassadeur des îles Marshall aux Fidji, Junior Eni, a évoqué le projet 4.1. Ce programme américain visait à étudier les effets biologiques des substances radioactives sur l'être humain. Les habitants des atolls de Bikini, Enewetak, Ranglap et Utirik, dans les îles Marshall, avaient été évacués entre 1946 et 1963, avec la promesse d'un retour rapide. En 1972, environ 100 insulaires sont effectivement retournés volontairement sur leur terre natale. Mais en mai 1978, des chercheurs ont détecté des niveaux élevés de strontium-90 dans l'eau des puits utilisés comme source d'eau potable. Et des analyses sanguines ont révélé que la concentration de césium-137 dans leur organisme dépassait de plusieurs fois les limites tolérées. En conséquence, les habitants qui étaient revenus ont dû, en septembre 1978, abandonner une nouvelle fois leur foyer devenu dangereux pour leur santé. Selon les études menées au cours des 10 dernières années, ce n'est pas tant la contamination radioactive résiduelle qui constitue le principal problème, mais plutôt l'état général de l'écosystème autour des îles. Dans les nations insulaires du Pacifique, des cas de ciguatera, une intoxication alimentaire, ont été signalés, même à plusieurs centaines de kilomètres des sites d'explosion nucléaire. Cette maladie est provoquée par des micro-organismes planctoniques qui prolifèrent sur les coraux contaminés par des substances radioactives. En soi, les coraux ne sont pas affectés par les radiations, mais comme ils se trouvent à la base de la chaîne alimentaire, les poissons qui consomment ces planctons deviennent à leur tour contaminés, et les humains qui mangent ces poissons en subissent les conséquences. Des recherches récentes ont ainsi montré que les cas de ciguatera, observés non seulement aux îles Marshall, mais aussi sur l'île de Kiritimati et dans plusieurs îles de la Polynésie française, sont liés à des coraux contaminés par les essais nucléaires. L'océan est-il vraiment insensible à la bombe atomique ? Alors pourquoi certains chercheurs sont-ils sincèrement convaincus que l'océan ne craint pas la bombe atomique ? L'un des principaux fondements de cette idée vient du fait qu'après la première explosion nucléaire près de l'atoll de Bikini, de nombreuses formes de vie organique ont été observées à l'intérieur même du cratère laissé par l'explosion. En 2017, des chercheurs ont exploré ce cratère et ont été stupéfaits d'y trouver une dense colonie de coraux accrochés à ses parois. Tout autour, des bancs de poissons de toutes sortes nageaient comme si de rien n'était, tandis que des crabes et d'autres créatures marines se déplaçaient sur le fond océanique.
Autrement dit, un lieu qui, en théorie, aurait dû être un désert radioactif, grouillait en réalité de vie. Pourtant, ce paradis paisible semble difficile à concilier avec la réalité selon laquelle ces poissons absorbent des isotopes radioactifs, que les humains consomment ensuite, développant la ciguatera. Cela évoque une scène bien connue d'un film. Dans ce film, après qu'une guerre nucléaire a presque anéanti l'humanité, on voit un vaste territoire désert et contaminé, recouvert à perte de vue de pavots noirs. À l'image des coraux dans le cratère d'une explosion nucléaire, ces pavots noirs prospèrent sous un niveau de radiation extrêmement élevé. Ceux qui affirment que l'océan est insensible aux radiations comparent souvent les effets marins à ceux observés autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Par exemple, dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, de nombreux animaux mutants ont été identifiés, alors qu'aucun phénomène de ce type n'a été signalé dans l'océan. En réalité, c'est même l'inverse. Les coraux autour de l'atoll de Bikini sont souvent plus grands que ceux observés ailleurs. Et dans ces récifs prospèrent des milliers de poissons, dont des espèces rares comme le thon, ainsi que des requins, des crabes et d'autres animaux marins. Selon ces spécialistes, les effets destructeurs d'une explosion atomique sont par ailleurs bien moindres en milieu aquatique que sur Terre. Par exemple, les ondes de choc se dissipent très rapidement sous l'eau et ne provoquent jamais de tsunami, contrairement au séisme. La raison en est simple. Alors que les tsunamis provoqués par de vastes mouvements du fond marin déplacent l'eau sur de longues distances, une explosion nucléaire est très localisée et, comme à Bikini, n'a déplacé l'eau que sur une distance d'environ 500 mètres. Les vagues provoquées par une explosion nucléaire s'éteignent généralement à seulement quelques kilomètres du point d'impact. Mais l'argument le plus solide, avancé par ceux qui affirment que l'océan résiste aux radiations, concerne la différence de dispersion des isotopes radioactifs sur Terre et en mer. Sur Terre, les éléments radioactifs se mélangent aux poussières et débris, parcourent de très longues distances portées par le vent, parfois sur des milliers de kilomètres. Ils retombent ensuite sous forme de pluie ou de neige et sont absorbés par les plantes et les êtres vivants. Dans l'océan, en revanche, les substances radioactives se dissolvent dans de vastes volumes d'eau. Leur concentration diminue rapidement à mesure qu'on s'éloigne du point d'explosion. Et dans l'immensité toujours mouvante de l'océan, elles finissent par se rapprocher des niveaux naturels de fond. Ce processus peut être comparé à la dilution d'un poison mortel dans une immense quantité d'eau, jusqu'à ce que cette eau devienne totalement inoffensive pour l'organisme. Ces informations sont certes rassurantes, à condition qu'il ne s'agisse que de quelques explosions. Dans ce cas, il ne s'agirait que de petites égratignures infligées au corps de la Terre, des blessures superficielles qui guériraient vite. Mais hélas, les dégâts nucléaires ne se limitent pas aux seules explosions sous-marines passées. Il faut aussi tenir compte des déchets radioactifs immergés, des réacteurs nucléaires embarqués sur les sous-marins ou les navires, et des rejets provenant des centrales nucléaires utilisées à des fins civiles. N'oublions pas non plus qu'au moins 6 bombes nucléaires ont été perdues en mer. Ces engins reposent quelque part au fond des océans, se décomposant lentement tout en diffusant leur poison radioactif dans l'environnement. Et la découverte récente de traces de contamination radioactive dans la fosse des Mariannes, à environ 11 km de profondeur, pourrait bien être liée à cela. C'est pourquoi nous ne devons pas nous voiler la face, et il est crucial de réfléchir sérieusement à la question des explosions nucléaires sous-marines. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!